À l'occasion des 60 ans de Marie-Jo, sa fille Céline et Myrène lui ont proposé de l'accompagner au Népal pour un trek. Marie-Jo a l'habitude de cette destination, pour y avoir été à 2 reprises déjà. Et elle fait même partie d'une petite association qui aide les habitants d'une petite vallée sinistrée par le tremblement de terre d'avril 2015. Je vous propose maintenant de nous suivre pour écouter leur récit autour d'un petit thé. Allez, on y va! Alors Marie-Jo, quelle a été ta réaction lorsque ta fille est venue te voir pour te proposer ce projet? Que ça a été une grande surprise, mais ça a été aussi l'occasion pour moi de réaliser un projet auquel je tenais très très fort. Voilà, donc nous avons préparé ce trek avec Suraj de l'agence Napoléon Trekking à Katmandou. On a choisi de faire un trek avec un objectif humanitaire pour l'association Les Enfants des Montagnes du Monde. L'association dont tu fais partie? Oui, voilà, dont je fais partie et qui a été créée par Jacques Triquet. D'accord, donc c'est surtout des treks humanitaires? Oui, dans cette vallée-là, oui. Dans cette vallée. Et donc vous, en amont, ici, vous avez organisé des actions pour ramener un petit peu d'argent, etc. Oui, on a organisé quelques semaines avant le départ un trek, non pas un trek, une rando yoga sur les plateaux de la Madeleine. Donc d'ailleurs on remercie Marie-Hélène et Fabienne qui ont organisé donc une séance de yoga pour adultes et une séance de yoga pour enfants. Ça nous a permis aussi de récolter quand même 1 500 € pour l'association, voilà, qu'on a reversé à l'association pour un projet bien particulier dont on parlera tout à l'heure. Et pour ma part, donc, je tenais à faire participer l'école de Viodos, à chaque enfant de la classe de CP et de CE1, d'amener une peluche. J'ai pris l'enfant en photo avec la peluche là-bas à l'école de Viodos. Et quand nous avons fait notre trek au Népal, donc on a distribué ces peluches au fur et à mesure de notre parcours avec voilà, des petits coups de cœur. Et donc j'ai pris en photo le petit Népalais avec la peluche et j'ai ramené ces photos en France. Et Marie-Jo, du coup, tu peux nous expliquer quel a été votre parcours? Vous êtes partie de Katmandou, je crois? Voilà, on est parti de Katmandou. On a fait, en fait, notre périple se passait dans la Tsum Valley. C'est une région qui est assez isolée au nord-ouest de Katmandou et que l'on atteint en une journée de 4x4. Voilà, et les villages ont été extrêmement touchés par le tremblement de terre et ne sont pas encore reconstruits. Les villageois là-bas, tu vois, ils cultivent du riz, de l'orge, des pommes de terre. Ils vivent vraiment en autarcie? Oui, ils vivent vraiment en autarcie. Il y a très peu d'hommes dans les villages parce qu'ils sont partis soit en trek, soit travailler dans le golfe Persique. Donc on est parti d'Arugat à 600 mètres et on est arrivé 7 jours plus tard au monastère de Mugompa qui est à la frontière du Tibet et qui est à 4000 mètres. Et là-bas, on a assisté aux cérémonies, on a mangé dans la cuisine, parce qu'il y a des moines qui vivent en permanence, et dormi dans leur chambre, entre guillemets, très froide. Et par contre, la veille aussi, avant d'arriver, on a eu la chance d'être accueillis par un Rinpoché, qu'on appelle là-bas, c'est un bras droit du Dalai Lama. On a eu des échanges très très intéressants, notamment au sujet de notre trek. Et cet homme-là avait un visage radieux, le visage d'un sage. Donc voilà. Vous avez eu une audition un peu oui, pour nous, rien que pour nous. Voilà, nous, toutes les 3 et Passang qui étaient avec nous, qui faisaient l'interprète. D'accord. Voilà. Et ce Passang, tu peux nous raconter un petit peu sa vie, son... Passang, ça a été notre guide, ouais. Ça a été l'élément central de notre trek. Ouais. C'est un jeune homme de 25 ans, mais d'une intelligence et d'une clairvoyance folle. Il parle 4 ou 5 langues. Il a appris le français grâce aux touristes trekkers qu'il a rencontrés au fur et à mesure des années. Donc il y avait Nir, il y avait Dawa, il y avait Zala qui nous ont accompagnés, c'était nos porteurs, donc ils portaient nos sacs, nos gros sacs, c'est-à-dire les sacs de tout le long du trek. Dans lequel vous aviez mis tous les habits, les doudous, oui. Vous alliez distribuer. Oui. Après on a... l'agence avec laquelle nous sommes partis, Napoléon Trekking, ils ont une philosophie particulière, c'est qu'ils n'exploitent pas les porteurs. Il y a d'autres agences internationales, certains porteurs ont 40 kilos sur le dos, sont mal chaussés, on en a croisé en claquettes, c'était monstrueux. Les nôtres, ils ont 20 kilos maximum, ils sont équipés
Et nous, on tenait à ce que l'aventure se fasse tous ensemble, c'est-à-dire Passang, les 3 porteurs et nous 3. On a fait tout le trek ensemble, alors que d'habitude, les porteurs partent le matin à 6 h et les trekkers sont simplement avec le guide tout au long de la journée. Donc nous, on a vraiment créé des liens très forts avec eux. Voilà, les soirées, on les passait avec eux, on essayait de dîner avec eux. Et à quel moment vous avez distribué vos vêtements? Alors, en fait, tous les matins, on mettait dans nos sacs que l'on avait sur le dos des doudous, des petites voitures, des ballons qu'on distribuait aux enfants qu'on croisait au fil des villages. Après, l'ensemble des vêtements, on avait quasiment 30 kilos de vêtements pour enfants. On avait ciblé avec l'association un village bien particulier qui est assez pauvre, Ripché. On a fait le tour de toutes les familles. On a recensé le prénom des enfants, l'âge, donc du coup pour après le soir faire des petits colis pour chaque famille. Donc on a tout organisé pour pas que le matin à 7 h ça soit le bazar et qu'on soit pris par les gens qui voulaient bénéficier de tout ça. Et la somme de 1 500 €, à quel moment, à quoi elle a servi? En fait, voilà, l'association des enfants des montagnes du monde s'est engagée à participer à la reconstruction d'une école. Donc nous sommes partis là-bas avec nos 1 500 € qu'on a remis à Jacques et à Surage, dont on vous a parlé tout à l'heure. On leur a remis cette enveloppe et c'est eux après qui distribueront au fur et à mesure de l'avancement des travaux cet argent au chef du village. D'accord. Donc il faut savoir que à l'époque, quand on y a été donc, au mois d'octobre dernier, les fondations de l'école avaient été faites par les femmes du village. Et que les briques, puisque là-bas ils fabriquent les briques une par une au bord de la rivière, 450 mètres plus bas, donc étaient en train de sécher au bord de la rivière, on a vu, on est passé à côté, et que ces briques, une fois sèches et tout le reste du matériel pour construire l'école, sont montés à dos de mule des villageois, donc au niveau du chantier. Et combien d'élèves vont à cette école? Mais là, il y a 25 élèves qui ont de 4 à 6 ans qui vont dans cette école. Donc actuellement, ils sont dans une école provisoire. C'est une petite tente, voilà, fait avec des nattes tressées. Donc ce serait que d'avoir une école en dur. Voilà, ça leur permettra d'apprendre à lire et à écrire à l'abri du froid et de la pluie. Donc là, ils vont dans ces écoles-là, dans leur village, jusqu'à 6 ans. Après, il faut savoir qu'à partir de 6 ans, donc les enfants vont à l'école à Katmandou. Donc Katmandou, pour certains villages isolés où on est passé, il faut se rendre compte que c'est à 7 jours de marche pour des enfants et 1 jour de 4x4 donc pour se rendre à Katmandou. Alors au niveau sportif, donc vous avez marché pendant 7 jours de montée, 7 jours de descente. Comment se passait une journée type? On se levait vers 6 h, bon, après une nuit dans des conditions un peu sommaires, mais voilà, un bon petit déjeuner parce qu'il y avait des espèces de chapatis, c'est un peu comme nos pastèches ici, on mettait du miel ou des œufs frits dessus, on mangeait bien. Hein. On partait, on faisait une pause au bout de 2-3 heures de marche, un petit thé. On s'arrêtait déjeuner voilà, vers 13 h, 13 h 30. Donc c'était des repas chauds à chaque fois? Oui, on nous demandait, ça tournait toujours autour du riz, des pâtes, des féculents, des choses assez consistantes, ou alors après on pouvait prendre des petites soupes avec par exemple une omelette. Comment s'appelle le plat Le plat typique, c'est le dalbat. Dalbat. Ouais, c'est un mélange, c'est une soupe de lentilles avec du riz, quelques légumes verts. Voilà, c'est le plat vraiment national que tout le monde mange, quoi. D'accord. Et physiquement, quelle a été la journée la plus difficile, on va dire? On a eu 2 grosses journées à monter, où vraiment on n'est monté que 4 ou 5 heures, mais c'était les cuisses brûlées, quoi. De Ripché, on a quand même monté quasiment 1300 marches, des marches construites par les Népalais, assez hautes. Donc l'effort physique était très dur, c'est-à-dire qu'on ne se parlait pas, on restait concentré sur ce qu'on avait à faire. On a fait le choix d'accélérer la descente, on a fait des journées à 10 heures de marche. On a fait descente, et au niveau des articulations des genoux, c'était assez dur, mais voilà. C'était des efforts mais qui en valaient la peine, parce que c'était magnifique, quoi. Ça valait le coup, vous avez certainement vu des paysages magnifiques. Voilà, on a marché dans des paysages extraordinaires, alors des fois à côté du lit de la rivière, dans des vallées encaissées, d'autres fois sur des crêtes, on avait des sommets enneigés. Voilà, on avait l'impression de les avoir tout à côté, alors pas du tout, mais des paysages extraordinaires. On a aussi croisé beaucoup de signes de la religion bouddhiste, puisque c'est une vallée très bouddhiste. Donc on a vu beaucoup de stupas, ce qu'ils appellent là-bas. Donc c'est des petits monuments de pierre qu'on contourne par la gauche. La religion bouddhiste veut qu'on les contourne par la gauche. On a aussi longé beaucoup de murs à mani.
Donc c'est des murs de prière, en fait c'est des murs faits avec des pierres dans lesquelles sont gravées des prières en népalais. Il y a quand même encore beaucoup de signes d'huile du tremblement de terre. Et au niveau des conditions météo, comment ça s'est passé? Alors on a eu une météo parfaite, tout le long du trek. On a eu une matinée de pluie, donc voilà, ça n'a pas été dérangeant. Si on a eu du très beau temps, on a eu assez chaud sur les premiers villages, on était en manche courte. Par contre, arrivé à 3000, À partir de 3000. voilà, là on a commencé à avoir froid. Pour arriver à 4000, à avoir un ressenti de, je sais pas, moins 10 peut-être. Et avec voilà, le pompon, la neige, quand on est arrivé à notre but ultime qui était Mugamba. Magnifique. Voilà, magnifique, extraordinaire. Ouais. Pour terminer, vous teniez à remercier les personnes qui ont de près ou de loin participé à votre projet. Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes ont participé, que ce soit financièrement ou humainement, par leur soutien. Et pour cela, nous avons comme projet de présenter un diaporama d'ici quelques mois. Et ce sera également l'occasion que vous vous rendiez compte à quoi a servi l'argent collecté. Pour ma part, je voulais préciser que la distribution de doudous qu'on a fait là-bas peut paraître peut-être superficielle aux yeux de certains dans une vallée qui n'a rien et voilà, qui manque de tout. Mais le sourire d'un enfant et son visage radieux, voilà, quand on lui offre ce doudou, pour nous ça a été des moments merveilleux et voilà, et on est ravis d'avoir pu assister à ça. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que je suis très heureuse et super fière d'avoir fait ce trek avec ma maman et avec Myrène, ma meilleure amie, parce que ce sont deux personnes qui comptent énormément dans ma vie. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion dans les années qui viennent de revivre une aventure telle qu'on l'a vécue il y a quelques mois. Voilà, et moi je termine en disant que le Népal reste ma destination préférée et les Népalais, un peuple vraiment très courageux et plein d'humilité. Et voilà, et moi je voudrais remercier mes deux filles qui m'ont permis de vivre une très belle aventure. Voilà, et donc c'était un très beau cadeau. Voilà. Namasté. Namasté.